Bonjour chers élèves de troisième année, donc cette deuxième vidéo comme je vous ai dit tout à l'heure, on va essayer de présenter la deuxième partie de l'examen régional de la région Fès-Meknès et on va entamer maintenant la communication écrite et graphique et le raisonnement scientifique. Donc à la barakatillah. Donc puisque normalement c'était un peu long le texte, je pense que vous l'avez lu, vous avez essayé de comprendre, mais de toute façon, on va essayer de le relire avec vous. Les sports violents constituent une menace pour la sécurité du système nerveux en raison de coups au niveau de la tête reçus par les joueurs lorsque de fortes frictions se produisent ou après une chute sans utilisation d'un casque protecteur, ce qui peut conduire à des commotions cérébrales à cause des collisions cérébrales avec la cavité osseuse du crâne. Afin d'identifier le risque de commotion cérébrale pour sécurité du système nerveux, on propose les données suivantes. Le document 1 représente les résultats de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, en abréviation l'IRMF, du cerveau au cours des activités cérébrales enregistrées en écoutant des mots et en les prononçant chez un groupe d'élèves pratiquant le sport de course à pied, figure A, et pour les comparer chez un joueur de hockey qui a subi des commotions cérébrales au cours d'un match, figure B. Donc voilà. Donc je rappelle toujours, si on vous donne un schéma, essayez de le bien voir, comme ça vous aurez une idée lorsque vous allez lire la question. Donc vous avez ici une vue de l'IRM. Ici vous avez des zones qui sont colorées en noir et n'oubliez pas de voir la zone cérébrale active lors de l'activité dont on a fait pour ces deux personnes, c'est-à-dire un joueur de hockey et celui qui fait le jeu de course. Donc la surface des zones actives enregistrées par l'IRMF exprime le degré de la perfection cérébrale ici. C'est-à-dire si la personne a une perfection, c'est-à-dire dans l'action qu'il va faire, donc on va avoir et observer qu'il y a une zone qui est un peu large. Donc ici vous avez déjà une vue générale sur la comparaison entre les deux. Donc la question demandée en vous basant sur le document 1 et vos connaissances, comparez les résultats de l'IRM des élèves pratiquant le sport de course et les joueurs de hockey. Donc déjà, c'est frappant, on peut distinguer déjà la réponse, plutôt la comparaison. À gauche, vous avez pour la figure A des zones qui sont larges, c'est-à-dire l'activité il est plus perfectionnée, alors que celle de la droite B, il est un peu diminué, donc il n'est pas une très grande performance. Donc la réponse, les zones actives chez les élèves pratiquant le sport de course sont plus larges que celles, voilà ici, les zones qui sont colorées en noir, que celles chez les joueurs de hockey. Donc remarque ici, puisque la surface des zones actives enregistrées par IRM exprime le degré de la performance cérébrale étudiée. Deuxième question, déduire le danger de l'exposition répétée chaque fois des joueurs de hockey aux commotions cérébrales. Donc, puisque les zones actives sont des zones motrices, on peut déduire que les joueurs de hockey peuvent avoir des lésions, des destructions des zones cérébrales responsables des mouvements, donc par conséquence des paralysies qui vont survenir par la suite. Donc ici, une forte collision entre deux joueurs lors d'un match de hockey aboutit à des troubles de vision et une paralysie de la jambe gauche de l'un des joueurs. Donc, en lisant cette première partie, vous aurez déjà une idée sur de quoi il s'agit. Donc, il a perte de vision, trouble de vision, puis une paralysie. Donc, afin de déterminer la cause de ces symptômes, le joueur blessé a subi les deux tests médicaux suivants. Le premier test, le médecin a frappé avec un marteau médical sur la rotule os plat de la forme triangulaire qui fait partie de l'articulation du genou. Donc c'est le réflexe rotulien, comme vous le savez pendant le cours, du pied gauche du joueur blessé, ce qui entraîne l'extension de la jambe. Donc il y a une réponse positive. Deuxième test, en utilisant une technique précise
de lésions cérébrales ont été détectées au niveau des zones 1 et 2. Donc la zone 1 et la zone 2, il y a des lésions dans ces zones-là. Donc déjà, vous devriez avoir une idée avant de voir la question. Donc ici, c'est la zone de la vision. Ici, vous avez le sillon de Rolando comme repère et vous avez cette zone-là qui sera en avant. Donc c'est une zone qui est responsable de la motricité volontaire. Donc c'est déjà, vous avez une idée. Ce sont les informations que vous deviez avoir. Et maintenant, on va passer pour voir la question proposée ou bien les questions proposées. Donc, deuxièmement, en vous basant sur les résultats des deux tests et vos connaissances, donc j'ai affiché ici le premier test. De 1, montrer l'importance du premier test médical en précisant la déduction du médecin après le résultat de ce premier test. Donc le premier test, il dit que le médecin a frappé avec un marteau médical sur la rotule du pied de gauche du joueur blessé, ce qui entraîne l'extension de la jambe. Donc les éléments de réflexe, ils sont intacts, il n'y a pas de problème en ce domaine-là. Donc premier test, savoir ce que les organes responsables, est-ce que les organes responsables de réflexe sont intacts, la moelle épinière, donc ils sont intacts puisqu'il a répondu normalement. Deuxième question ici, expliquer les troubles de la vision et de la paralysie du pied gauche, exactement, chez le joueur blessé. Donc, pourquoi il y a des troubles de vision? Parce qu'il y a une lésion dans cette zone-là, et cette zone-là, il est responsable de la vision. Pour la paralysie, ici, vous avez une zone qui a été lésée, c'est la zone qui est responsable des mouvements. C'est pour cela qu'il y a l'apparition de cette paralysie. Donc, les troubles de vision, le centre nerveux responsable de la vision est endommagé, lésion. Donc, ce centre responsable d'analyse de l'influx nerveux sensitif provenant de l'œil. Pour l'autre, la paralysie du pied gauche, la zone lésée et l'air motrice située dans l'hémisphère droit. Donc, vous le savez que chaque hémisphère du corps est responsable du mouvement de la partie opposée du corps. Au niveau de cette zone-là, naît l'influx nerveux moteur. Donc, lors de son hospitalisation, le joueur blessé s'appuie sur son bras gauche. Donc, j'ai signalé ici bras gauche et sa jambe droite pour marcher à l'aide d'une canne. Donc, ici, vous avez un schéma. Essayez de le voir tout entier. La moitié gauche, la moitié droite, les deux muscles des membres supérieurs, ça, les muscles des membres inférieurs. Donc, d'après ce qui précède, tracé sur le document 3, le tracé de l'influx nerveux, lorsque le joueur blessé marche à l'aide d'une canne. Donc, vous avez ici, j'ai signalé ici bras gauche et jambe droite, ce sont les deux membres qui sont intacts puisqu'ils s'appuient sur ces deux-là. Donc, n'oublions pas que l'hémisphère droit commande la partie gauche et l'hémisphère gauche commande la partie droite. Comme ça, vous n'aurez aucun problème pour le traçage de l'influx nerveux. Il est comme celui-là. Donc, pour les membres supérieurs, donc l'influx nerveux naît au niveau de l'aire motrice. Il traverse la moelle épinière pour aboutir au muscle de la partie opposée. Et pour le membre les muscles de la cuisse, normalement de la partie droite du corps, naît cet influx nerveux au niveau de l'aire motrice de l'hémisphère opposé, c'est-à-dire l'hémisphère gauche. Voilà l'influx et le sens de l'influx nerveux pour les deux parties. Voilà. Donc, les individus, passons maintenant à notre exercice. Les individus ayant un bilan énergétique positif, les apports énergétiques liés à l'alimentation dépassent les dépenses énergétiques de l'organisme, souffrent d'une accumulation des lipides dans le corps qui aboutit à l'obésité. Cette obésité accroît le risque de maladies chroniques. Les spécialistes conseillent les personnes obèses de pratiquer une activité sportive régulière qui devrait être d'au moins une demi-heure par jour. Afin d'exprimer l'importance de l'activité musculaire dans la lutte contre l'obésité, on propose les données suivantes. Document 1 représente les résultats du dosage de la concentration de trois substances, le dioxygène, dioxyde de carbone et le glucose dans le sang entrant et le sang sortant des muscles au repos et en activité. Donc vous avez ici le tableau, vous devriez lire tous les éléments, la quantité dans un litre. Voilà pour le sang entrant dans un muscle lorsqu'il va sortir en repos et en activité.
voilà, dioxygène, dioxyde de carbone, le glucose. Donc déjà, vous devriez avoir une idée avant de voir la question. Donc la question demandée en se basant sur le document 1. Comparer la concentration de trois substances, c'est-à-dire le dioxyde de carbone, le dioxygène, le glucose, dans le sang sortant et entrant dans les muscles en activité et en repos. Donc voilà, pour les muscles, pour un muscle au repos ou en activité, on constate une diminution de la concentration de dioxygène et de glucose et une augmentation de la concentration de dioxyde de carbone dans le sang entrant par rapport à la concentration de ces substances dans le sang entrant. Pour un muscle en activité aussi, mais il y a un peu plus, la concentration d'oxygène et du glucose dans le sang sortant est plus faible parce que le muscle consomme plus d'oxygène sortant du muscle au repos, alors que la concentration de dioxyde de carbone est plus élevée dans le sang sortant des muscles en activité par rapport au sang sortant des muscles au repos. Donc tout simplement, vous avez en résumant dioxygène, diminution intense pendant l'activité musculaire, dioxyde de carbone, augmentation plus grande pendant l'activité musculaire, et pour le glucose, la quantité très inférieure dans le sang sortant pendant l'activité musculaire. Donc on peut déduire les besoins de l'activité musculaire. Ce sont les éléments suivants, le glucose et le dioxygène. Voilà la réaction que vous le savez, la consommation ou bien l'oxydation de glucose aboutit à la production du CO2 et d'eau et puis de l'énergie. Ici, vous avez le document qui représente les sources d'énergie utilisées par le muscle en fonction de la durée et de la puissance de l'effort musculaire. Donc c'est un peu compliqué, mais normalement, si vous donnez un peu de temps pour le voir, de l'analyser, de voir tous les éléments constituant ce graphe-là, vous n'aurez aucun problème pour l'analyse de ce graphe-là. Donc ici, vous devriez avoir une idée sur le titre. Donc l'intensité de l'effort musculaire en unité arbitraire en fonction du temps qui dure sont 20 minutes. Donc à partir du document 2, décrire la variation des sources d'énergie en fonction de la durée et de l'intensité de l'effort physique. Donc déjà en commençant par cette première partie-là, et puis on passe à celle-là et celle-là. Donc pour les 10 premières secondes, vous voyez ici les sources d'énergie rapidement disponibles dans notre corps. Ici, de 10 secondes à 10 minutes, vous avez le glucose. Et enfin, vous avez, au-delà de 10 minutes, vous avez l'utilisation des lipides. Ça, c'est une idée générale que vous devriez avoir avant de voir les questions. Donc pendant les 10 premières secondes de l'effort musculaire, sur les muscles, utilisez les sources d'énergie qui sont disponibles déjà dans notre sang pour effectuer un effort musculaire de forte intensité. Avec la poursuite de l'effort physique, les muscles utilisent le glucose, c'est-à-dire en deuxième partie. Le glucose pendant les 2 premières minutes de l'exercice et l'intensité de l'effort musculaire est inférieure à 60 unités arbitraires. Donc en se basant sur ce qui précède, montrer que la pratique de l'activité physique de l'intensité est inférieure à 30 unités arbitraires durant une demi-heure par jour contribue à la lutte contre l'obésité. Donc on vous l'avez vu, le constater dans le document. Donc la pratique de l'activité physique dont l'intensité est inférieure à 30 unités arbitraires durant une demi-heure par jour. Les muscles consomment le stock de glucose au début et des lipides dans les tissus musculaires et le foie pour produire l'énergie nécessaire à l'activité musculaire. Par conséquent, il y a réduction de la quantité des lipides dans le corps. Le résultat donc est la prévention et la réduction de l'obésité. Merci de votre attention et je vous laisse avec Frédéric Singer qui dit que la recherche scientifique est l'une des professions les plus passionnantes et enrichissantes. Merci de votre attention. À la prochaine fois, Inch'Allah, et bon courage.